Bonsoir. La pandémie du coronavirus poursuit son expansion. Les mesures et les stratégies pour la circonscrire et l'éradiquer au Togo se multiplient. Et ce soir, nous donnons la parole une fois encore à des professionnels de la santé pour nous éclairer un peu plus sur la situation. Et à la question de savoir où en est la lutte contre le coronavirus au Togo, deux invités nous répondent ce soir. Il s'agit d'abord du professeur Anoumou Dagna. Il est enseignant-chercheur, bactériologue, virologue, chef du programme national de lutte contre le sida et personne ressource au ministère de la Santé sur le Covid-19. Professeur Dagna, bonsoir. Bonsoir Anita. Et nous avons également professeur Yao Kassa Cognon. Il est enseignant-chercheur également, médecin en santé publique, ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et également personne ressource au ministère de la Santé sur le Covid-19. Professeur Kassa Cognon, bonsoir. Bonsoir. Alors, professeur Kassa Cognon, justement, je reste avec vous et pour vous demander de nous dire un peu plus, de nous situer sur la situation de la pandémie au Togo au jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce que les gens doivent savoir, à la date du 14 mai 2020, toutes les régions du Togo sont atteintes. À la date toujours du 14 mai 2020, puisqu'on n'a pas encore la situation de ce 15 mai, on dénombrait à peu près 238 cas positifs. Parmi ces cas positifs, il y a 55% qui sont dans la ville de Lomé et ses agglomérations. Le reste, ça veut dire les 45%, c'est à l'intérieur du pays. Maintenant, à l'intérieur du pays, il y a quelques disparités. La région maritime et la région centrale ont chacune 17% de ces cas positifs qui ont été identifiés. L'autre constat, c'est que ce que nous appelons les districts sanitaires, il y a 23 districts sanitaires qui ont été touchés à la date du 14 mai 2020. C'est ce que je peux dire pour cette première question. D'accord. Alors, professeur, on a également constaté, selon les chiffres qu'on a reçus durant toute cette semaine, on a constaté, disons, un nombre croissant de cas. Je prends la situation de mardi à mercredi, on a eu 20 cas. De mercredi à, disons, jeudi, hier, 14 mai, on a eu 19 nouveaux cas. Ça veut dire que la courbe est croissante, on va dire, professeur. Oui, la courbe est effectivement croissante. Et en général, elle va probablement continuer par augmenter. Augmenter, d'accord. Alors, professeur Dagnan, le nombre de cas confirmés augmente, comme on l'a compris. Alors, qu'est-ce qui explique ce phénomène-là? Et pour le professeur vient de le dire, on va encore continuer par avoir cette courbe ascendante-là. Qu'est-ce qui explique cela? Oui. Alors, quand on prend les 2 dernières semaines, on constate effectivement qu'il y a une progression un peu vertigineuse des cas. Cela est dû probablement à 3 raisons. La première raison, c'est le retour des Togolais qui étaient dans les pays qui étaient confinés, notamment le Ghana, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Donc des Togolais qui étaient dans ces pays pour diverses raisons, professionnelles, familiales, etc., ont profité du déconfinement dans ces pays et ont regagné leur pays, le Togo. On nous dira que les frontières sont fermées, effectivement, mais en Afrique, vous savez que il y a beaucoup de frontières qui sont poreuses. Oui. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont passés par ces frontières-là pour rentrer dans nos pays. Et le système de santé qui est mis en place, heureusement d'ailleurs, c'est rapidement identifier ces voyageurs ou ces personnes qui sont revenus dans leur pays et leur proposer le test de dépistage. Quand on prend les cas importants qu'on a observés, surtout au nord du pays, et dans la plaine de Mo, à Mango, à Dapaon, la plupart de ces gens se sont revenus du Ghana. Donc c'est la première raison. La deuxième raison, le Togo a mis en place depuis un certain temps un dépistage systématique
des voyageurs. Oui. Vous savez que les frontières sont fermées pour la circulation des personnes en général. Mais pas des marchandises. Mais pas pour les marchandises. Et donc les routiers continuent par circuler pour pouvoir alimenter et distribuer dans nos différents pays des vivres ou des outils qui nous permettent de construire nos villes. Oui. Et donc ces voyageurs, maintenant, on a mis en place un système qui permet de les dépister systématiquement sur les frontières. Et donc c'est la deuxième raison qui explique l'augmentation des cas qu'on observe. Et la troisième raison, finalement, c'est l'introduction, malheureusement, du virus dans la prison civile de Lomé. Donc il y a des cas qui ont été dépistés, même s'il y a des stratégies qui sont mises en place aujourd'hui pour le limiter. Voilà, sur ces 2 dernières semaines, les raisons fondamentales qui expliquent l'augmentation des chiffres. D'accord. Alors, professeur Kessa Kouignon, lorsqu'on regarde cette courbe de contamination toujours ascendante et qu'on s'attend à ce que dans les jours à venir, on ait encore peut-être un peu plus de cas qu'aujourd'hui, est-ce que nous irons vers... on doit renforcer les mesures prises par le gouvernement pour circonscrire le mal? Bon, quand on regarde et on analyse les mesures prises par le gouvernement, elles sont très bonnes. Donc, les déductions qu'on peut tirer de cette augmentation du nombre de cas, c'est de continuer ou bien d'accélérer la sensibilisation de la population à mettre en œuvre les mesures qui sont prises par le gouvernement. Ça, c'est le point le plus important. Deuxième point, avec cette sensibilisation, à partir d'un certain nombre de jours de sensibilisation, il faut mettre en place un système de contrôle pour être sûr de l'effectivité de la mise en œuvre de ces mesures. Et c'est quand les deux, malgré les deux, si on constate toujours une augmentation, on pourra penser alors à d'autres mesures qui sont peut-être à un niveau supérieur. D'accord. Professeur Daniel, un apport? Oui, justement, par rapport à ce que le professeur Kessa Kouignon a dit, je voulais rajouter que si nous commençons par lister aujourd'hui les mesures que le gouvernement a eu à prendre, ces mesures, elles sont nombreuses. Oui. Il nous revient maintenant de respecter ces mesures, la mise en œuvre de ces mesures. Et il y a une mesure qui est très importante, c'est le contrôle au niveau des frontières. Je pense que sur cet aspect, des efforts doivent être faits pour que, non pas pour refuser aux Togolais qui sont coincés dans d'autres pays de rentrer chez eux. Non, on a vu, nous avons été témoins, les Européens envoient des avions pour chercher leurs ressortissants au moment où les frontières sont également fermées chez eux. Donc l'objectif, ce n'est pas de dire non, vous êtes Togolais, mais vous ne rentrez pas chez vous parce que la frontière est fermée. Non, l'objectif, c'est juste de repérer très rapidement ces personnes qui rentrent chez elles, et de leur offrir le dépistage, de les mettre en quarantaine pendant la période d'incubation de la maladie et de leur offrir des dépistages. Et s'il y en a qui sont positifs parmi ces gens-là, de pouvoir les isoler et les prendre en charge. Voilà le complément que je voulais rajouter. Mais, professeur, il faudrait également que ces personnes, ces compatriotes qui rentrent également, soient sensibilisés pour qu'elles comprennent le bien fondé de ce dispositif qui sera mis en place pour elles au niveau des frontières. Parce qu'on comprendra que certaines seront réticentes et diront non, nous rentrons dans notre pays, il n'y a pas de raison qu'on nous fasse tout cela. Absolument. C'est pour ça que je rejoins encore ce que le professeur Kessa Kouignon a dit, c'est la sensibilisation. Et je pense que des efforts sont faits actuellement au niveau de nos différentes préfectures, avec les préfets, avec les médecins des districts qui doivent redoubler de vigilance pour porter l'information à ces gens. Ce n'est pas du tout pour les discriminer, ce n'est pas du tout pour les brimer, mais c'est juste pour s'assurer qu'en rentrant chez eux, ils ne portent aucune maladie qui peut porter atteinte à leur famille d'abord et à toute la communauté. D'accord. Et professeur Daniel, on a déjà recensé 11 morts, 11 décès malheureusement, depuis le début de cette pandémie.
Alors, dites-nous, c'est vrai qu'on nous dit, les professionnels de la santé nous disent souvent que ceux qui contractent la maladie ou bon, arrivent à une étape critique et voire même décèdent ont des antécédents sanitaires et tout ça. Alors, est-ce que, disons, ces 11 décès-là, ce sont rien que des personnes qui ont des antécédents de santé ou, disons que, bon, le coronavirus a également, disons, agi sur ces personnes-là? Oui, disons que toutes les études ou les cas qu'on a observés partout ailleurs, y compris le Togo, on remarque que le taux de décès, le nombre de décès est plus élevé chez une catégorie de la population. Il s'agit d'abord des personnes âgées, à partir de 60-65 ans, on sait que le risque de décéder est plus élevé. Il s'agit des personnes obèses, des personnes qui souffrent d'une obésité. Il y a un risque un peu plus élevé. Et surtout des personnes qui ont ce que nous appelons des comorbidités, c'est-à-dire des maladies dont elles souffrent avant que le coronavirus n'arrive, notamment le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale ou l'insuffisance respiratoire, en tout cas toutes les maladies qui vont agir sur les moyens de défense de l'organisme de la personne. Mais j'avoue que ces dernières 2 semaines, les cas décédés au Togo ont été rapidement observés, c'est-à-dire c'est des gens qui ne sont même pas encore arrivés dans les sites de prise en charge pour qu'on puisse faire un bilan complet pour identifier les vraies causes. Dans tous les cas, ce qui est connu, c'est que le coronavirus est moins virulent chez les enfants, globalement jusqu'à l'âge de 15-20 ans. Et plus l'âge augmente, plus le risque de décès aussi est élevé. Élevé, d'accord. Pour ça, Kassa-Kounion, un apport Oui, je voulais ajouter un mot pour dire que ces derniers temps, les décès, et puis peut-être au début également, on a constaté que parfois c'est des gens qui ont traîné avant d'arriver au centre de soins spécialisés. Donc le message qu'on peut passer, ne traînez pas à la maison. Dès que vous sentez... Il y a eu suffisamment de sensibilisation pour que vous pensiez à ces éléments, aussi bien les individus que les personnels de santé, pour que ces personnes-là puissent être dirigées ou bien appeler le 111 pour qu'on sache ce qu'il faut faire. D'accord. Alors, professeur Kassa-Kounion, justement, dans le traitement du Covid, du coronavirus, du Covid-19, on parle de la distanciation sociale. Alors où les contacts sont presque à proscrire, comment vous prenez pour, disons, traiter les patients aujourd'hui? Comment vous gérez cette situation-là? Bon, peut-être c'est une question à poser beaucoup plus aux cliniciens. Aux cliniciens, ceux qui sont sur le terrain. Oui, mais peut-être dans le futur, on peut penser, avec le coronavirus, il y a nécessité de faire cette distanciation sociale par ce qu'on appelle la téléconsultation. Voilà. C'est-à-dire que la personne est à la maison, elle appelle un numéro d'un médecin ou d'un personnel de santé, la personne lui donne les signes dont elle souffre et le médecin peut lui dire « Ah, c'est tel, ça oriente vers tel ou tel ». Mais ça nécessite une certaine préparation. Il faut que, par exemple, la personne ait un thermomètre à la maison pour que si on lui demande de prendre sa température, qu'elle puisse prendre sa température. Il faut que la personne ait peut-être une balance parce que parfois on prescrit basé sur le poids. Et il faut peut-être que la personne ait une toise parce que parfois c'est basé sur la taille, etc. Donc ça c'est la téléconsultation. Mais il y a également ce que nous appelons la téléassistance. C'est-à-dire qu'un infirmier peut être loin quelque part. Il n'a pas toutes les connaissances pour identifier. Et par les technologies de l'information, il peut appeler un spécialiste à Lomé ou bien dans un centre hospitalier régional et lui dire j'ai tel ou tel, je viens d'avoir un appel de telle personne, j'ai ou tel. Ça peut aider, mais c'est des mesures futuristes. Mais pour le moment, on ne peut que se fier à ce que nous appelons notre accoutrement de protection et pour éviter
d'être contaminés. D'accord. Donc, professeur Dagnan, disons qu'aujourd'hui, cette distanciation ne se fait pas encore au niveau de nos centres de prise en charge des malades. Oui, alors, je voulais rajouter pour dire que toutes les techniques que le professeur Kassankogno vient d'évoquer sont très peu développées dans nos pays. Dans nos pays. Ah oui, tout à fait. Maintenant, qu'est-ce qui est fait actuellement quand un patient vient à l'hôpital? Il y a une mesure basique à prendre, c'est d'abord la prise de la température à distance et la recherche par l'interrogatoire à distance également des signes de Covid-19. Du moment où ces signes ne sont pas présents, le praticien, vous savez que depuis quelques semaines, le port de masque est obligatoire pour le personnel de santé. Donc le personnel de santé qui a porté son masque, qui a porté ses gants, qui est en blouse, qui a évalué le risque de contamination au coronavirus de la personne qui est devant elle. Si le praticien trouve qu'il n'y a rien de ces signes, va examiner la personne et prendre soin de cette personne. Parce qu'il y a le coronavirus, mais n'oublions pas que toutes les autres maladies qui existaient avant continuent par exister. Et donc, on doit continuer par administrer les soins, donner les soins à des patients ou à des personnes qui sollicitent nos services, notamment si je prends les femmes enceintes qui doivent venir en consultation prénatale, si je prends le service de vaccination, tous ces services doivent continuer dans cet esprit de Covid-19 en faisant attention, en portant le masque, en utilisant tous les moyens pour chercher d'abord si la personne n'est pas contaminée. Si on explore toutes ces voies, je pense qu'on peut continuer par donner les soins sans prendre trop de risques. D'accord. Professeur Kassankogno, au niveau de la prise en charge des malades souffrant de cette maladie, on a évoqué récemment le projet, enfin, c'est cette initiative de création d'autres sites de diagnostic à l'intérieur du pays pour, disons, déconcentrer un peu l'Institut national d'hygiène et permettre qu'il y ait peut-être un plus grand nombre de diagnostics. Alors, où en est ce projet-là? Bon, peut-être que le professeur Daniela est mieux placé. Il est mieux placé pour nous dire... Pour commencer, si c'est l'aspect diagnostic de laboratoire, et puis moi je vais peut-être compléter sur les autres aspects. D'accord, alors professeur Daniel. Merci. Donc dans le plan stratégique de lutte contre le Covid-19 que nous avons rédigé, que nous sommes en train de mettre en place, c'est de rapprocher au plus près des malades ou de notre population l'outil de diagnostic de cette infection-là. Ainsi, il était prévu au départ de mettre un équipement dans chaque région sanitaire. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un équipement qui fait le diagnostic dans le pays, c'est l'Institut national d'hygiène. Actuellement, le deuxième laboratoire est en train d'être mis en place à Kara. Et on espère qu'en fin de semaine prochaine, ce laboratoire doit commencer par fonctionner. Les autres laboratoires des autres régions sanitaires vont progressivement être mis en place parce que les équipements sont déjà acquis. Il reste maintenant quelques compléments pour qu'on puisse les déployer. Parallèlement à ces équipements au niveau de chaque région, nous avons d'autres petits équipements. Il y a 15 dans le pays qui sont déjà opérationnels et hier, on a reçu des réactifs pour ces 15 petits équipements-là. C'est des nouveaux kits que l'OMS a évalués et que les pays européens ont commencé par utiliser et qui marchent très bien. Donc nous allons commencer par les déployer aussi à partir de la semaine prochaine. Disons que si tout marche bien, d'ici la fin de ce mois de mai, il y aura d'autres sites de diagnostic de Covid-19 et comme ça tombe bien, on est en train de construire à l'intérieur du pays des sites de prise en charge médicale. Il y aura à côté des laboratoires qui pourront faire rapidement le diagnostic. Tout ceci pour accélérer la prise en charge et augmenter aussi le nombre d'examens qu'on peut faire par jour. On sait que si on dépiste beaucoup, ça nous permettra d'extraire dans la communauté ceux qui sont positifs, de les isoler et d'éviter ainsi
la diffusion de la maladie. D'accord. Mais professeur Daniel, est-ce qu'on pourrait arriver à ce stade de dépistage généralisé, c'est-à-dire permettre à toute personne d'aller se faire dépister, parce que quand on parle du coronavirus, on parle des porteurs sains. Alors, est-ce qu'il y aura possibilité à un moment donné que, bon, le Togolais lambda aille se faire dépister? C'est comme si, quand on prend disons le sida, par exemple, vous allez vous faire votre test pour voir votre sérologie. Est-ce qu'on pourra arriver à cette étape-là pour le coronavirus également, pour que chacun connaisse son statut et peut-être redouble de vigilance, redouble de protection? Oui, alors, ce qui est fait actuellement dans tout le monde, il n'y a aucun pays où on a pu dépister toute la population générale. Il n'y en a pas. Mais la stratégie, c'est d'offrir le dépistage à un grand nombre de personnes, surtout ce que nous appelons des populations à risque. Et donc, il s'agit, dans un futur proche, d'augmenter considérablement le nombre de dépistages dans le pays. On peut aller jusqu'à 5000 tests par jour. Cela nous permettra, en se basant sur quelques petits critères, si vous voulez venir vous faire des dépistages, on vous posera quelques petites questions pour évaluer le risque que vous soyez contaminé par le Covid-19 et on va vous offrir ce test. En tout cas, c'est sur ces stratégies que nous sommes. On espère que ça nous permettra très rapidement de dépister suffisamment ceux qui sont infectés, parce que le but, c'est de dépister ceux qui sont infectés et de pouvoir les prendre en charge. D'accord. Alors, professeur Kassa-Kognon, disons que lorsque nous allons parvenir à ce grand nombre de dépistages, on pourra réellement circonscrire le mal. Bon, peut-être ce que je peux ajouter. Donc, le dépistage doit être un dépistage ciblé. Donc, on regarde les données existantes, le comportement des gens, et on se rend compte qu'il y a tel et tel groupe qui ont des comportements qui sont à risque. Même si elles ne font pas les signes, on peut aller aussi dépister donc, dans ce groupe. Ce groupe-là. Bon, le professeur Daniel a déjà donné maintenant l'aspect dépistage et diagnostic. Je voulais ajouter que le gouvernement aussi donc, a mis en place un système de formation des gens à l'intérieur du pays pour prendre en charge ceux qui auront été dépistés. Donc, il y a ce volet donc, des centres médico-sociaux qui ont été identifiés en vue de prendre en charge à l'intérieur du pays ces cas. Et ces centres médico-chirurgicaux seront équipés en attendant que les hôpitaux spécifiques là soient construits. Maintenant, si on fait ce dépistage ciblé, on va réduire le nombre de personnes peut-être qui sont malades ou bien qui sont infectées et qui s'ignorent. Mais là, pour vraiment arrêter la propagation de la maladie, c'est encore les mesures de distanciation sociale. Des mesures barrières. Alors, professeur Kassa-Kognon, vous êtes ancien représentant de l'OMS, et on sait qu'au début de cette pandémie, lorsque la maladie a commencé par arriver dans nos pays, en Afrique, l'OMS a tiré la sonnette d'alarme et appelé, disons, les pays africains à être plus vigilants et pour ne pas dire à s'inquiéter. Alors pourquoi cela? En fait, l'OMS a lancé cette alarme parce que quand on analyse ce qu'on appelle le système de santé des pays africains, on dit que l'analyse montre que ces systèmes de santé sont faibles. Donc il y a 6 piliers, comme les piliers là qu'on connaît, principaux des systèmes de santé. Le premier pilier là, c'est ce qu'on appelle les infrastructures sanitaires et leur équipement pour prendre en charge le Covid. Donc quand on analyse, on s'est rendu compte que les pays africains n'avaient pas ce système pour prendre. Par exemple, le Togo a dû commander rapidement des respirateurs, etc. Oui. Le deuxième pilier, c'est
la disponibilité de ressources humaines capables de prendre en charge. Donc, on a constaté que pour les pays africains, c'est également faible. Le troisième pilier, c'est la capacité de diagnostic de ces structures sanitaires. Le quatrième, c'est le système de financement. Le cinquième, c'est les médicaments qui sont dans ces structures. Et quand il y a des médicaments, il faut offrir des services. Et les services ne peuvent être offerts que s'il existe des spécialistes, des gens capables d'offrir ces services. Donc l'OMS s'est rendu compte que les pays africains avaient un système qui est faible. Donc il faut sonner l'alarme pour que ces pays puissent mieux se préparer. Voilà pourquoi. D'accord. Professeur Daniel, lorsque, l'OMS a sorti, disons, cette sorte de communiqué, bon, je ne sais pas si vous aussi, vous avez paniqué, mais disons que nous tous, nous avons paniqué. On s'est dit, mais ça veut dire que nous allons tous mourir. Non, il y a actuellement, quand on voit l'évolution de Covid-19, tous les jours, on nous annonce des cas guéris. Cela suppose que Covid-19 ne va pas faire disparaître l'Afrique, même si sur des réseaux sociaux, nous avons eu des messages complotistes. Les gens accusent l'OMS, que l'OMS veut contribuer avec les pays européens à détruire l'Afrique, ce qui n'est pas vrai du tout. Si nous prenons le cas du Togo, c'est tout récemment que le centre de prise en charge de Kégué a été finalisé. C'est maintenant que nous sommes en train de construire les centres à l'intérieur du pays. Nous venons de parler de laboratoires, ce n'est pas encore suffisamment mis en place. Les ressources humaines. Donc c'est tous ces éléments que l'OMS a analysés pour dire si nous ne faisons pas attention, si nous ne réagissons pas très vite, on sera dépassé en termes de capacité de prise en charge de cette infection. Et ce message a eu son écho chez nos dirigeants. Quand vous voyez dans tous nos pays, tout le monde court. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Les efforts sont faits et les efforts continuent par être faits pour être au rendez-vous dans la prise en charge de Covid-19. Ce n'est du tout pas pour dire que l'Afrique va disparaître. C'est d'attirer notre attention sur nos faiblesses pour qu'on puisse les corriger et s'adapter à cette lutte. Et surtout tirer des leçons pour le futur. Peut-être qu'on va gérer le cas de Covid d'ici 6 mois, d'ici 1 an, j'en sais rien. On pourra régler. Mais qu'on se prépare pour que ces cas de figure ne nous tombent pas dessus comme une surprise. D'accord. Et professeur, si on revient au cas de la sensibilisation, est-ce que selon vous, on irait vers peut-être une sorte de durcissement je sais pas, des mesures? Parce que lorsqu'on regarde la population togolaise, on prend juste l'exemple de Lomé, vous avez encore des gens qui se regroupent, des gens qui se retrouvent, qui mangent, qui boivent, limite même qui se touchent comme si de rien n'en était. Et même certains Togolais vont jusqu'à dire que non, cette maladie, ça n'existe pas et tout. Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être, je ne sais pas, émettre des décisions, prendre des décisions avec des sortes de sanctions, d'amendes, pour pouvoir amener tous les Togolais à respecter ces mesures prises par le gouvernement? Comme je l'avais dit tout à l'heure, si nous appliquons toutes les mesures prises par le gouvernement, nous irons progressivement vers l'élimination de cette maladie. Et effectivement, comme vous le dites, quand on sort, il y a des gens encore qui mettent leur bavette sous le menton. Ils en ont, ils le mettent sous le menton. Il y a 3, 4, 5 personnes qui sont ensemble, qui marchent, qui parlent, et parfois on peut tousser aussi. Donc la distanciation sociale n'est pas bien respectée. Mais moi je pense qu'il faut qu'on aille vers la sensibilisation. Il faut qu'on sensibilise plus et qu'on explique à nos compatriotes que cette maladie existe réellement et que c'est ensemble, en mettant en œuvre les mesures barrières que nous pourrons arriver à l'éliminer. Il y a un élément important que j'ai évoqué, c'est le port de masque. Pour l'instant, le port de masque est vivement recommandé par le gouvernement. Je pense que peut-être dans les jours, les semaines ou les mois à venir, peut-être que sur ce plan, il peut y avoir des renforcements. En milieu médical, c'est déjà dit que le port de masque est obligatoire. Je pense qu'un peu de sensibilisation
Et ce n'est pas forcément des mesures coercitives qui permettent de résoudre. La sensibilisation, comme on est en train de le faire, et comme on le fait, comme toutes les radios et les chaînes le font, la sensibilisation dans les communautés, on a insisté suffisamment là-dessus à travers les districts, à travers les préfectures, à travers les mairies. Si nous tous nous y mettons sérieusement, je pense qu'on pourra arriver à contrôler cette maladie. D'accord. Alors, professeur Kassa-Kounian, nous parlons du respect de ces mesures-là, le port de bavettes, la distanciation. Mais vu que ces derniers temps, on a évoqué le cas à la prison, alors comment on va arriver à peut-être circonscrire le mal dans cet environnement-là? Pour la prison. Bon, pour la prison, vraiment, comme on le dit, c'est un casse-tête. Ah oui. Oui. Bon, je me demande si, au moins au niveau de la prison, on ne peut pas imposer, la première chose, le port de masque de façon obligatoire. Et fournir les masques aux détenus. Voilà, et leur fournir ça, puisqu'ils sont des détenus. Donc ça, c'est le premier. La distanciation sociale est un peu plus difficile à appliquer. Mais le port de masque, le lavage des mains comme mesure barrière, au moins les deux là, je me dis c'est possible de le faire. Et puis, bon, on a parlé de la sensibilisation, on les sensibilise. Et dans le cadre de cette sensibilisation, si on peut tester tout le monde au sein de la prison, et les gens vont s'assurer que moi, je suis testé négatif. Donc, probablement, toute personne, tout individu va faire pour se préserver d'une infection. Je pense que pour la prison, c'est ça qui peut être la spécificité. D'accord. Daniel. Je voulais ajouter sur la prison, c'est les mesures qu'on peut rajouter aussi, c'est déjà de tester à l'entrée de la prison. C'est-à-dire, si on arrête quelqu'un aujourd'hui qu'on doit mettre dans une prison, on lui fait directement le test pour s'assurer qu'au moins au jour d'aujourd'hui, cette personne n'est pas contaminée. Et professeur, surtout, ceux qui, entre griffes, arrêtent ces personnes également doivent prendre des mesures. Mais absolument. Eux aussi, ils sont à risque, donc ils doivent porter aussi les masques et respecter les mesures de distanciation sociale si possible. Dans la prison civile de Lomé, ici, ce qui est fait aussi, c'est que un centre de prise en charge médicale est mis en place au sein de la prison. Ça permet également très rapidement, s'il y a un prisonnier qui est identifié, de pouvoir les isoler et de le mettre à côté et de le prendre en charge. Je sais également que depuis 2 jours, ils ont commencé par tester suffisamment tous les détenus. Et donc progressivement, je pense qu'eux tous, ils bénéficieront de tests de dépistage. Et je soutiens également la proposition du professeur Kassa-Kounian, si on peut rajouter à cela le port de masque et si possible regarder dans l'enceinte si c'est possible d'assurer tant soit peu l'aération, si c'est possible. D'accord. Alors, professeur Daniel, je reste avec vous pour évoquer peut-être un autre aspect de cette situation. C'est vrai qu'au départ, lorsque nous avons reçu certains d'autres de vos collègues, on a parlé de la contamination ou disons de la source de contamination. Et on a parlé de ces cas importés, de ces personnes qui arrivent. C'est vrai que ces derniers temps, avec ces dernières semaines, on a le taux a augmenté avec certains de nos compatriotes qui sont rentrés, mais il paraît également que l'autre défi aujourd'hui, c'est de connaître peut-être d'autres sources de contamination, parce que d'autres personnes qui ont été testées positives, on s'est rendu compte qu'elles ne sont pas revenues de voyage, elles étaient sur le sol togolais, mais quand même elles sont testées positives. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on est arrivé à trouver peut-être ces autres sources de contamination au Covid-19 ? Alors, la maladie, on le dit en termes médicaux, que la maladie est devenue communautaire. Communautaire, c'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais voyagé, comme vous l'avez dit, et qui ont été contaminés par le Covid-19. Et on n'a pas trouvé la source de contamination. Pourquoi? Comme on le dit, 50% de ceux qui sont malades
ceux qui sont infectés par Covid-19, ne vont présenter aucun signe. C'est comme nous qui sommes ici. Et donc, dans la journée, on se frotte à plein de personnes, compte tenu de nos activités professionnelles, compte tenu de notre vie familiale. Et donc, pour ces cas-là, on n'a pas trouvé la personne qui a été à la base de la contamination. Mais là, ce n'est pas grave. Du moment où la personne maintenant est contaminée, notre responsabilité, c'est de savoir, lui, comme on a cette personne devant nous, quels ont été ses contacts. Et donc aujourd'hui, quand vous voyez, chaque jour, on fait le point sur le nombre de contacts identifiés et que nous sommes en train de suivre. Et ces contacts-là doivent être normalement isolés, c'est ce que nous appelons la mise en quarantaine, pour la période d'incubation de la maladie qui est de 14 jours et on fait des tests régulièrement pour savoir s'il y a de positifs ou de négatifs. Donc, la recherche, elle est toujours faite pour savoir qui a contaminé qui, mais des fois, on ne trouve pas la source. Mais il ne faut pas s'arrêter sur ce point, c'est de continuer, au moins quand on a quelqu'un devant nous, de chercher ses contacts. D'accord. Professeur Kassa-Kounion, disons que c'est la situation un peu plus délicate quand c'est comme ça. Oui, ce que je voulais peut-être ajouter, au tout début, la plupart des transmissions, c'était des cas importés. Oui. Et dans le cadre de la préparation de cette émission, j'ai essayé de regarder les données. Et maintenant, on est passé il y a une grande partie, c'est des cas, comme l'a dit le professeur Dagneron, contacts qui ont été en contact avec ces premiers cas importés qui étaient des voyageurs. Donc ces cas contacts ont commencé par développer la maladie. Et la troisième étape, peut-être qui va apparaître, c'est la transmission communautaire, c'est-à-dire de plus en plus de personnes, si les mesures barrières ne sont pas respectées, il y aura de plus en plus de personnes qui seront en transmission communautaire. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Et professeur Kassa-Kounion, quand on parle de, disons, de la prévention de la maladie, d'éviter la maladie, ces derniers jours, on a suivi, on a reçu par les réseaux sociaux cette sorte de dépliant sur les aliments à consommer pour renforcer le système immunitaire. Je ne sais pas si, professeur, vous avez également eu cette nouvelle-là. Oui, bon, nous aussi on a reçu. Et bon, nous, en tant que... Moi, je suis enseignant-chercheur à la retraite. Donc, il faut voir la source de l'information. Mais globalement, ce qu'on sait, c'est que les vitamines, c'est bon pour la santé. C'est que la plupart de certains aliments qu'ils donnent à certaines proportions, c'est bon pour la santé. Maintenant, les gens qui ont donné ça, ils n'ont pas donné les sources pour vérification. Mais globalement, bon, ce qu'on dit, c'est avoir une alimentation équilibrée, y compris l'utilisation de vitamines, donc de fruits, et faire des activités sportives assez bien. Même, voilà ce que je peux dire, j'ai reçu également. Mais chaque fois que je reçois, j'essaie de voir un peu la véracité, voilà, la validité. La source. Alors, professeur Dagneron, c'est vrai que, bon, si on ne connaît pas encore la source de cette information, il faut quand même privilégier certains aliments pour, comment dire, renforcer le système immunitaire. Oui, alors tout ce qui a été cité là, il n'y a rien de nouveau. Ce sont pratiquement tous les aliments ou les fruits que nous consommons habituellement. Il faut noter que au cours des infections virales, l'un des moyens de défense, c'est le système immunitaire. Et s'il y a dans ce lot d'aliments qui sont cités, qui peuvent peut-être booster un peu le système immunitaire, c'est bon à prendre. Par exemple, si on parle du citron, qui contient suffisamment de la vitamine C. On sait que la vitamine C, c'est très bon pour la santé, surtout si on fait une infection virale. Donc, on va suivre. Dans tous les cas, c'est parce que tous ces éléments sont en train de sortir parce que nous sommes devant une maladie
contre laquelle nous sommes démunis. Oui. Hein? Et donc, si les recherches, les recherches continuent, si l'alimentation peut apporter quelque chose, pourquoi pas, mais donc continuons par nous nourrir d'une façon saine, avec ou sans Covid, améliorons notre alimentation pour que ça soit saine et rajoutons un peu de sport. Ça fait du bien à l'organisme. D'accord. Alors, professeur Dagnan, c'est vrai que dans votre présentation, j'ai dit que vous êtes chef du programme national de lutte contre le sida. C'est vrai que nous allons ouvrir peut-être une sorte de parenthèse, mais dites-nous, si vous devez faire peut-être une sorte de comparaison entre le sida et le Covid-19. Ce sont tous des maladies virales, mais dont l'évolution, les deux évolutions sont complètement différentes. Le Covid-19, vous l'attrapez, l'évolution se fait, on dit dans notre jargon, c'est une maladie qui va évoluer d'une façon aiguë. Soit, malheureusement, la personne va décéder, on voit qu'il y a quelques décès, heureusement, ce n'est pas beaucoup. Soit vous allez guérir, et c'est la majorité des cas. Et du moment où vous êtes déclaré guéri, la maladie s'arrête là. Vous n'en avez plus dans votre organisme. C'est ça l'avantage que nous avons avec le Covid-19. Ce qui est différent de l'infection à VIH, où on est infecté à vie. Et il y a des médicaments qui permettent d'atténuer l'effet néfaste du virus, qui vous permet de vivre naturellement comme tout le monde. Et donc le VIH, on est infecté à vie. On ne va pas guérir forcément, mais les manifestations, si on prend bien ces antirétroviraux, on peut vivre normalement comme tout le monde. Le coronavirus, on est malade, on est guéri, on est débarrassé de ce virus à jamais. À jamais, voilà. En tout cas, pour les connaissances que nous avons aujourd'hui. Oui, oui. D'accord. Alors, professeur Kassakognon, et alors, lorsqu'on parle quand on revient au Covid-19, c'est vrai qu'on a parlé de la distanciation, du port de masque et tout. Alors, est-ce que, selon vous, on pourrait arriver peut-être à une sorte de confinement total des populations pour arriver à enrayer le mal? Bon, pour cette question, ce que je peux dire, le mal va continuer quelque temps. Oui. Par exemple, comme j'avais dit au début, à la date du 14 mai, on avait encore quelques personnes qui étaient soit des voyageurs et qui étaient confinés, qu'il va falloir tester. Oui. Quand j'ai vu les données, par exemple 883 voyageurs, si on leur applique le taux de positivité, c'est-à-dire que jusqu'à présent, quand on teste les voyageurs, combien de personnes sont positives, on a constaté que le taux de positivité, c'est autour de 3%. Ça veut dire que si on les teste d'ici 2 jours, si on fait 3% de 800 et quelques, on arrive à un chiffre de l'ordre de 25 personnes. Maintenant, il y a d'autres qui ne sont pas en fin de confinement, qui sont en train d'être suivis, qui sont autour de 1800 et quelques. Si on applique le même taux, ça veut dire qu'on aura encore autour de 50 et quelques. Maintenant, il y a les personnes contacts. Pour ces personnes contacts, le taux des personnes qu'on teste qui deviennent positives, c'est de l'ordre de 4%. Donc ça veut dire que d'ici encore quelques jours, on aura des cas. Oui. Donc on ne peut pas dire que peut-être ça va s'arrêter brusquement. Ne serait-ce que en se basant juste sur ceux qui sont en confinement à la date d'hier. Maintenant, le futur, ça c'est beaucoup plus les mathématiciens qui font ce qu'on appelle la modélisation. Donc il faut qu'ils prennent ces données pour savoir que, compte tenu de toutes ces tendances-là, quel sera le futur peut-être plus lointain. Bon, moi personnellement, et je le répète, et je pense que si toute la population applique les mesures barrières, ne serait-ce que pendant 2 semaines, on peut au moins stopper, sinon atténuer de façon importante cette épidémie, cette pandémie chez nous. D'accord. Alors, professeur Dagnan, disons, on ne sera pas obligé d'arriver jusqu'au confinement. Voilà, je voulais revenir, compléter aussi à cette... Aujourd'hui, quand on voit le nombre de cas que nous avons dans notre pays, nous sommes à 238 avec des gens qui sont en surveillance, les voyageurs, les contacts.
quand on voit ce chiffre et le système qui est mis en place dans notre pays, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre, on fait un effort pour le retrouver, pour le tester, et on voit les dernières évolutions. On a parlé de la prison, c'est un endroit qui est confiné. Je ne vois pas les arguments aujourd'hui solides pour dire à partir de cette donnée, de ces 2 semaines, il faut confiner toute la population. Je ne trouve pas. N'oublions pas que le confinement, c'est vrai, c'est sanitaire, on est d'accord, mais n'oublions pas que ça a un volet économique très important. Oui, c'est vrai. Et donc, il faut rassembler tous ces éléments, faire une analyse vraiment très pointue de la situation avant de dire qu'il faut aller au confinement. Il y a des pays qui sont déjà allés au confinement. Oui. Ils ont déconfiné. Ils ont déconfiné. Le Ghana a déconfiné, la Côte d'Ivoire a déconfiné. Donc, il faut faire attention, parce que moi, j'entends les gens sur les radios, quand ils disent il faut aller au confinement. Oui, ils crient tous les jours, il faut aller au confinement. Il faut dire à tout le monde de rester à la maison. Non, le confinement, ce n'est pas comme ça. Par rapport aux chiffres que nous avons aujourd'hui et le système qui est mis en place, et franchement, il faut tirer chapeau au district, au travail qui est fait dans les districts. Et en tout cas, il n'y a pas encore d'argument scientifique qui dit aujourd'hui de confiner le pays. Par contre, renforcer les mesures de distanciation, renforcer les mesures barrières, le port de gants, le port de masques, le lavage de mains, la distanciation sociale, diminuer les gens au cours des réunions, comme c'est dit dans tous les documents, toutes les directives que le gouvernement a fait sortir. Je pense que ces mesures, si nous les mettons en pratique, on n'a pas besoin d'aller au confinement. Jusqu'au confinement. Et professeur, lorsqu'on évoque également le port de masque, la dernière fois, je crois, il y a une dame qui a dit qu'il faudrait insister sur le port de masque et surtout le changement régulier de masque. Parce qu'on voit que certains portent des masques carrément à vie, on va dire. Alors, il y a 2 types de masques. Il y a les masques médicaux ou les masques chirurgicaux, comme ce que nous portons sur ce plateau. Il est dit qu'il faut au minimum 2 fois par jour, en tout cas dans le milieu sanitaire. Mais il y a des masques qui sont réutilisables. Moi, c'est pas propre au Togo. Vous regardez, même en France, il y a aujourd'hui des masques qui ont été confectionnés qui sont réutilisables. Mais il faut les entretenir. Il y a des moyens pour pouvoir les laver, il y a des moyens pour les désinfecter. Il ne faut pas avoir seulement un seul, peut-être 2 ou 3 réutilisables à un certain niveau et régulièrement les laver, les rendre propres et vous pouvez les utiliser. Dans tous les cas, le renouvellement est souhaité. D'accord. Et professeur Kassa-Koyon, quand je m'attarde sur cette question du masque, parce que c'est très important, on l'a compris, tout à l'heure on a évoqué presque le souhait de voir l'imposition du port de masque à la prison civile de Lomé. Alors, dites-nous, aujourd'hui, on a un problème, c'est que lorsque vous allez à la pharmacie, dans les pharmacies, vous ne retrouvez pas de masque. Mais on nous dit de porter le masque. Alors, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un souci? C'est vrai qu'on a appris, disons, cet achat important de masques, mais aujourd'hui, on a encore pénurie de masques. Bon, quand on dit qu'on a pénurie de masques, quand moi je circule en ville, je vois toujours des masques en vente au bord de la route. Oui, mais pas peut-être ceux-là que nous portons, les masques chirurgicaux. Donc, moi, je me dis qu'il vaut mieux peut-être porter un masque qui te protège à 10%, 20%, 30%, que d'attendre le masque parfait qui te protège à 70%, à 80%, 90%, ou bien certains qui vont jusqu'à 95%. Donc, pour moi, si on dit demain peut-être de port de masque obligatoire, nos couturiers, nos tailleurs vont se mettre à l'œuvre pour mettre sur le marché des masques qui ne seront pas efficaces à 100%, mais les gens vont les porter. En attendant, parce que moi, dans ma vision, qu'on fasse une sensibilisation pour dire aux gens, ce masque que vous portez là, vérifiez qu'il vous protège suffisamment, etc., etc. Mais franchement, moi, quand je circule, je vois quand même que, ne serait-ce que dans la ville de Lomé, puisque je ne peux pas sortir de la ville de Lomé, il y a quand même des masques en vente. Bon, par contre, ce que vous dites, c'est vrai. Et je pense que le gouvernement réfléchit pour savoir comment
rendre ces masques disponibles. Puisque le gouvernement l'a déjà fait pour le personnel de santé. D'accord. Donc je suis sûr que quelque part, ils sont en train de réfléchir. Professeur Dagnan, parce que déjà le gouvernement a pris des mesures pour, disons, harmoniser les prix des masques. Maintenant, il va falloir trouver ces masques-là dans les pharmacies. Et puis le Togolais, bon, on est du genre, lorsqu'on va à la pharmacie, on achète un masque, on est sûr à, disons, à plus de 50% que bon, c'est dans de bonnes conditions que plutôt au bord de la route. Oui, c'est ça. On est plus rassuré quand on achète les masques dans les pharmacies qu'au bord de ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, cette décision a été prise, il faut attendre que les commandes arrivent. Parce que les gens ont déjà acheté des stocks à des prix peut-être non subventionnés et qui mettent aujourd'hui dans leur pharmacie. Avec cette décision qui est prise, je pense qu'il y a une commande qui va arriver forcément et qui sera subventionnée et donc on pourra appliquer réellement les prix. On sait également que des entreprises locales ont été contactées pour la production en grande quantité des masques, je dirais, entre guillemets, qui sont différents des masques qu'on voit dans les pharmacies. Et donc, en mettant tout ça ensemble, on pourra combler le gap ou l'insuffisance de masques qu'il y a aujourd'hui. D'accord. En fait, moi, je voyais qu'en attendant que les pharmacies importent ou apportent des masques de qualité. Les bons masques. Voilà, il faut faire quelque chose. C'est dans ce sens que je donnais mon intervention. Oui, c'est vrai quand même. Disons que les Togolais portent en général le masque maintenant, même s'ils le portent mal, comme l'a dit le professeur Dagnan, en le mettant sous le menton, parce que la plupart disent qu'ils ne respirent pas bien. Et alors, professeur, ça voudra dire qu'il faudrait peut-être, lorsque les bonnes dames confectionnent les masques et tout ça, il faudrait peut-être sensibiliser également ces producteurs de masques, disons, locaux, à le faire dans de meilleures conditions pour peut-être permettre aux gens de mieux respirer, mais en même temps se protéger. Alors, nous avons reçu dans le cadre de la production locale de masques plusieurs entreprises avec des prototypes de masques déjà fabriqués. Et on a fait des tests là-dessus. Certains sont de très bonne qualité. Maintenant, là où c'est difficile à contrôler, c'est que ça, c'est le prototype qui vient d'être montré. Quand la personne va commencer par produire en grande quantité, est-ce que ce prototype sera toujours respecté? Sinon, les masques locaux qui sont fabriqués ici et qu'on utilise, moi, j'ai l'impression même qu'on respire mieux, en tout cas avec certains, qu'avec les masques médicaux. Quand vous prenez le FFP2, c'est logique, c'est porté quand on veut faire des soins à ceux qui sont réellement malades, par exemple les gens Covid-2. Donc les mailles sont plus serrées et vous avez un peu plus de difficulté pour respirer. Mais c'est pour juste un temps en fait. C'est pour juste un temps, vous finissez les soins, 1 heure, 2 heures, vous revenez, vous allez enlever toute votre combinaison, y compris ce masque-là. Donc la respiration est un peu plus difficile. Mais les masques fabriqués sur place, moi j'en ai essayé, c'est pas aussi compliqué de respirer. Il faut avoir aussi la bonne volonté, il faut surtout pincer la partie supérieure du masque pour pouvoir laisser cette fluidité et cette circulation de l'air. D'accord. Et bon, pour en finir avec cette histoire de masque, professeur Dagnan, on a suivi dans un reportage des produits qui ont été présentés à l'université de Lomé, les enseignants-chercheurs, vous êtes enseignants-chercheurs qui se sont mis ensemble avec les étudiants de la faculté de médecine. Ils ont élaboré des gels hydroalcooliques, mais également des masques. Alors aujourd'hui, où en est-on? Est-ce que le gouvernement pense peut-être exploiter cela ou comment ça se passe? Donc, c'est l'une des sociétés, entre guillemets, qui nous a proposé des masques et que nous avons évalués. On a trouvé, ils ont 2 ou 3 prototypes de masques qui peuvent être faits. Et maintenant, la présidence de l'université, à partir de ces prototypes, essaie de monter
une équipe de production de ces masques. D'accord. Et donc, ça continue actuellement. Il y en a qui sont déjà sur le marché et c'est sous la responsabilité de l'université de Lomé. Ce n'est plus sur la responsabilité des concepteurs qui ont contribué à mettre en place ce produit, mais l'université en tant qu'autorité, a pris en charge cette production et ça continue au même titre que le gel la solution hydroalcoolique que l'université produit. D'accord. Ok. Alors, professeur Kassa-Cognon, professeur Daniel, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce débat qui nous a permis également de mieux comprendre encore la situation dans laquelle nous vivons depuis plusieurs mois déjà, la crise sanitaire qui sévit dans le monde et au Togo également. Mais avant de vous laisser repartir, professeur Kassa-Cognon, si vous avez un dernier mot, un conseil à l'endroit des populations. Bon, peut-être un mot pour le gouvernement. Moi, je pense que le gouvernement a su saisir à temps ses responsabilités pour prendre des mesures pour lutter contre cette maladie, et en particulier cette pandémie. Ça c'est une très bonne chose, puisque on va au plus haut niveau. Ça, c'est juste un mot. Maintenant, à l'endroit de la population, on ne cessera jamais de le répéter, d'appliquer les mesures barrières. Et si on les a, plus tôt on les applique, plus vite nous allons stopper cette pandémie dans notre pays. D'accord. Merci beaucoup, professeur Kassa-Cognon, professeur Yao Kassa-Cognon, qui est médecin en santé publique, enseignant-chercheur à la retraite, ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et également personne ressource au ministère de la Santé sur le Covid-19. Professeur Daniel, votre mot de fin? Oui, c'est que, comme le professeur Kassa-Cognon l'a dit, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et moi, je voulais inviter les Togolais à ne pas céder à la panique, parce qu'il y a trop d'informations alarmistes. Non, il y a des chiffres, évidemment, qui sont publiés régulièrement pour suivre l'évolution de l'épidémie. Ces chiffres, on sait comment est-ce qu'on les obtient, c'est par rapport aux examens, aux analyses qu'on fait. Il faut faire confiance au gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et rappeler les mesures barrières, c'est très important. Si nous tous, nous les mettons en pratique ensemble, nous irons progressivement vers la réduction de cette épidémie, voire son élimination. D'accord. Merci beaucoup, professeur Anoumou Dania, enseignant, chercheur également, bactériologue, virologue, chef du programme national de lutte contre le sida et personnes ressources au ministère de la Santé sur le Covid-19. Les deux invités donc qui étaient avec nous sur ce plateau spécial sensibilisation sur le Covid-19. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis et vous avez donc compris, on ne cessera jamais de le dire assez, le plus important dans cette lutte contre le Covid-19, c'est le respect scrupuleux des mesures barrières. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et l'autre rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre plateau spécial Covid-19, toujours dans cette lutte contre la pandémie. Merci de votre fidélité et excellente suite de nos programmes. Au revoir.